Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Le cadrage, il a pris un tampon monumental. Carrière de ce marsupilami. Non, c'est pas touché. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit bien sûr. Le Club du Midi, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour votre dose de sport. Un menu gargantuesque au programme. Avant de vous présenter mon équipe, j'aimerais commencer par une petite citation de Jean Delacour qui disait « L'épouse parfaite est celle qui connaît tous les petits plats qu'adore son mari et tous les restaurants où on peut les déguster. » Voilà, un peu de légèreté, ça fait du bien. Magnifique. Voilà, je me suis mis toutes les femmes ados qui nous écoutent. Ma brigade 5 étoiles est au complet aujourd'hui. Alors elle est composée de celui qui ne dort plus depuis que Payet et Gignac ne sont plus à l'OM. C'est Thomas. Salut Thomas. Salut tout le monde, bonjour à tous. Ça va, tu es en forme? En pleine forme. Fletcher a marqué son but hier. Très bien, on y reviendra. Lui, il s'intéresse à tous les sports, de la pétanque au rallye en passant par le lever de coude. C'est Corentin qui est avec nous. Salut Coco. En forme? En forme. Très bien. Avec lui, à ses côtés, il parle 3 langues, le blédard, le tchèque et le français. C'est évidemment Clément qui va devoir faire sans moi au Dijon aujourd'hui. Salut Clément. Salut Corentin, bonjour à tous. Bon, ça va? Ouais, je parle français aujourd'hui, je précise. C'est le français là. Et puis aujourd'hui avec nous, un petit nouveau, il remplace Alvin, c'est Arnaud. Salut Arnaud. Bonjour à tous. Alors Salut vous inquiétez Arnaud. pas, Salut Arnaud. Pour les admirateurs d'Alvin, il sera de retour la semaine prochaine. Oui, il veut pas qu'on dise qu'il a la gastro. Voilà. Bon, très heureux d'être avec nous Arnaud. C'est un honneur. Bon, nous aussi, ça nous fait plaisir. Y a pas de bisutage pour Arnaud Non, on en a pas prévu. Qui nous laisse gagner au Dijon, ça sera C'est parfait. ça, c'est pas mal. Alors messieurs, on va démarrer avec du rugby, puisqu'on parlera du tournoi Destination. On va régaler ensuite nos papilles avec une grande page Ligue des Champions, avant de terminer par un petit dessert exotique, puisque nous parlerons des JO de Rio, à 6 mois de l'événement. Mais avant tout repas, il est important de prendre l'apéro, et aujourd'hui, c'est Coco qui le sert. C'est l'heure de l'apéro. Alors messieurs, apéro de cette semaine sur le nouveau scandale qui frappe le monde du tennis. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mardi, le quotidien britannique The Guardian révèle que 2 arbitres ont été suspendus l'an passé par la Fédération internationale de tennis pour des faits de corruption lors de tournois d'Europe de l'Est au bas-fond du tennis pro, et 4 autres arbitres risquent la même chose. Donc en gros, 4 arbitres risquent la suspension à vie pour avoir manipulé le résultat de match et participé à un système de paris truqué. Donc j'explique, à l'origine de l'arnaque, un contrat entre la Fédé de tennis et un site de paris en ligne dans lequel la Fédé s'engage à donner en direct sur internet le score des matchs au fur et à mesure de l'évolution du score. Et en gros, à chaque point marqué, les arbitres doivent indiquer sur leur tablette l'évolution du score. Sauf que les 4 arbitres qui risquent cette suspension sont soupçonnés d'avoir volontairement laissé filer 1 ou 2 minutes avant de noter le score sur la tablette, le temps pour des parieurs scrupuleux de mettre malin, des pièces malin. sur le point qui va être donné. Alors, ce que les enquêteurs savent déjà, c'est que Corentin Corgé ne peut pas être l'un des parieurs suspectés d'être de mèche avec les arbitres. Bah oui, c'est pas 1 minute qu'il faudrait laisser passer avant d'annoncer le point, mais bien une demi-heure. Le temps qu'il ouvre son smartphone, qu'il trouve la page, qu'il comprenne comment ça marche, non, laissez tomber. Ensuite, je pense que ça m'étonnerait que ce soit Nicolas Karabatic. Bon, j'espère que le mec n'est pas assez con pour aller se remettre dans une affaire pareille, quoique quelques petits milliers d'euros par-ci par-là, c'est pas négligeable. Et toujours est-il qu'un nouveau protagoniste, c'est une exclue Club du Midi, s'est mêlé dans l'affaire tout récemment. Oui, messieurs, dames, Frédéric Thiriez, patron de la LFP, a déclaré d'ailleurs tout récemment ceci. Now, I'm really sorry for this terrible arbitrage. Merci Corentin. Merci. Ah oui, on s'en rappelle de celle-là. Qui s'était excusé auprès du PSG pour l'arbitrage. Contre Lens, c'était au Stade de France dernier. Allez, merci Coco. Alors, Au Stade de France dernier? Au Stade de France l'année dernière. Oui. Ah oui, c'était pour une finale de coupe, non? Non, ça c'est la l'affiche consanguin ça. Non, Ça, c'est l'affiche consanguin. c'était contre Lens, oui. Cavani qui avait été exclu pour son geste. Allez messieurs, on va attaquer donc cette émission. C'est quand même n'importe quoi cette affaire encore. Oui, Juste tu veux pour dire un revenir petit vite mot? fait. Non, Vas-y, mais c'est ouais. juste pour dire que c'est n'importe quoi.
Ça déconne. C'est comment se faire du fric rapidement, quoi. Ils ont vu une C'est faille. quoi la ils sont troisième allés, division, voilà. Le troisième circuit C'est Challenger. au bas-fond du tennis pro, T'as c'est la dans TP, l'Europe de l'Est. T'en as encore un, puis t'as le Le Challenger. national du tennis. Voilà, en gros, c'est ça. Non, c'est professionnel, c'est le bas-fond. Non, c'est déjà, vraiment quand tu pareil. mises sur la... Aussi, ils sont- déjà, quand tu mises sur la Ligue 2, tu te fais vanner. Alors là, pour miser sur la troisième division de tennis, putain, faut y aller. Hein. Ouais, à partir du moment où tu sais que les matchs professionnels ils sont super surveillés, tu vas te rabattre sur les matchs amateurs ou les matchs semi-pro. Oui. Donc forcément, tu vas arriver sur de la 3e division ou de la 4e division. Il a déjà fait Arnaud, c'est pour ça. Première intervention magnifique d'Arnaud. Je suis Pareil, tous mis d'accord. ouais. Il a posé les conditions. là. Il est en jambe. Il y a du lourd. Il y a du niveau. Ouais, Il y a du attention, niveau. attention. Alvin, on ne te rattrape pas. Allez. Messieurs, sérieusement, on commence avec le rugby. Il est l'heure de se mettre à table. Donc, le tournoi destination. C'est pour moi. Les Bleus ont de nouveau goûté à la victoire samedi dernier en s'imposant 23-21 contre l'Italie. Noves a donc réussi sa première. Mais cela fut difficile face à une équipe transalpine combative qui a gêné les Français. Les hommes du nouveau technicien ont retrouvé un jeu offensif avec notamment l'ailier d'origine fidjienne Virimi Vakatawa. Je suis meilleur, ouais, mais c'est mieux que l'anglais. Mais cela reste encore laborieux, on l'a vu, comme le jeu au pied qui a été raté pour Bézi. Mais heureusement, Plisson était là pour enfiler quelques points. Il sera déterminant face à l'Irlande qu'on n'a pas battue depuis 5 ans. Alors pour ce match, on l'a vu, la composition a été modifiée avec 6 changements. Avec les piliers qui étaient en ligne de mire, puisque Antonio et Poirot remplacent Benarous et Slimani. Flancard remplace Gédrasiak. Et Picamol, Ficou et Bonneval cèdent leur place à Camara, Mermoz et Thomas. Alors messieurs, est-ce que la France vous a satisfaite lors de ce premier match et fallait-il changer autant de joueurs pour le choc face à l'Irlande? On commence par quoi? Par ce que tu veux. J'annonce et je pose tout sur la table. Sur le premier match, il fallait pas s'attendre à que non plus la France mette 40 points à l'Italie. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est un nouvel entraîneur, nouveau joueur. Il a complètement changé son 15 par rapport à ceux qui étaient en place à la Coupe du Monde. Et surtout beaucoup de jeunes, voilà, il fallait les lancer. Il y a eu des belles surprises, il y a eu des déceptions. Ficou, j'ai trouvé en difficulté. Benaro, j'ai trouvé en difficulté. Danti, très bon. Ouais, voilà, après il y a des révélations comme Vakatawa et Danti, mais après, ouais, c'est vrai que. On aurait pu difficilement espérer mieux. Je pense que là, il fallait gagner. Fallait gagner, fallait avoir un peu de jeu, voir ce que va proposer Noves pendant les 4 ans à venir. Et je pense que pour une première, c'était quand même pas mal. Il y avait la pression. Est-ce que les jeunes nouveaux vous ont convaincu quand même? Pas tous. Pas tous, mais c'est normal en même temps. Faut Après, pas... il y a Plisson qui était déjà en place un peu en équipe de France, a déçu sur la première mi-temps. C'est quand même lui qui nous fait gagner le match, mais en première mi-temps, il n'est pas là. Il est prévisible dans ses choix, il est absent. Bézi, voilà, il a raté son match. Je pense qu'il avait quand même beaucoup de pression au pied parce qu'il a un super pourcentage de réussite avec Toulouse. Mais après Vakatawa, c'est quand même la belle surprise du passé du rugby à 7 et monstrueux. Il s'adapte bien. Coco Noves fait de la pédagogie avec son groupe de toute façon. Il a dit c'est pas des sanctions, ces changements face à l'Irlande. C'est surtout aussi pour permettre à tout le groupe d'avoir du temps de jeu. Et puis aussi, voilà, il n'a pas pointé les erreurs du passé des autres sélectionneurs, mais voilà, il dit que c'est les premiers matchs et justement, il faut que le staff voit toutes les capacités du groupe. Et justement, pour Bézi, le match d'avant, Bézi en club, je sais pas contre qui il a joué, il a fait du 100% au pied, je crois. Il a 89%. Ouais, voilà, il loupe son match contre l'Italie, mais je pense qu'il a raison de le reconduire. Je pense qu'il a la confiance de Noves, voilà, il le connaît, c'est quelqu'un qui connaît. Il fait de la pédagogie. Et on commence à voir un peu la patte Noves avec du jeu. Devant, ça va bien jouer. On aura des belles combinaisons et tout. Et on se rend compte quand même que derrière, surtout dans l'axe du terrain, il manquait quand même du monde. C'est pas normal que les Italiens passent aussi souvent la ligne d'avantage. Voilà. Après, il faut quand même remettre un peu dans le contexte. Les gars, on fait 23-21 contre l'Italie. L'équipe dite la plus faible du tournoi. Oui, mais l'Italie, on sait très bien quand ils viennent jouer à Paris ou quand on va jouer chez eux, c'est toujours des gros matchs. C'est des matchs serrés sur les dernières années. C'est sûr. Donc, ils ont élevé leur niveau. Et donc, face à l'Irlande, est-ce que vous pensez qu'on est prêt, capable de battre ces Irlandais qu'on n'a pas battu depuis 5 ans? Justement, tous ces changements, je suis pas trop d'accord. Alors, tout dépend pourquoi les changements. Parce que par exemple, Gédrasiak, le jeune qui a joué contre l'Italie, qui n'a pas fait un mauvais match contre l'Italie. Là, il sort au profit de Flancard. Pourquoi il met Flancard? Tout simplement pour contrer les touches irlandaises. L'Irlande en touche, en conquête, c'est super fort. Dès qu'ils ont une touche, ballon porté, ils avancent de 10 mètres. Donc les touches, il faut les gêner. Pourquoi il met Flancard? Juste pour ça. Et Thomas aussi, je suis surpris qu'il le mette parce que c'est un mec qui est rappelé et là il le met titulaire contre le favori du tournoi. C'est un peu compliqué. Thomas, c'est juste ses qualités offensives qui vont lui permettre. C'est pour ça que Noves le met. Après, c'est défensivement qu'il a beaucoup à travailler. Thomas, à la place de Bonneval. Et Antonio en début de match, je suis quand même pas convaincu. Je suis d'accord, mais en fait, justement, je suis assez d'accord sur Antonio, mais où Noves là est pas mal, c'est que vraiment la compo qu'on a, c'est vraiment pas une compo pour défendre. C'est-à-dire que c'est une compo pour quand on a le ballon, pour avancer, pour continuer à jouer. Et donc c'est là, et ça peut être à double tranchant. Oui, non, mais on sent qu'il veut mettre de l'impact physique. Par contre, Poirot, c'est pas mal. Il a fait une bonne rentrée. J'ai bien aimé, puis il fait un beau début de saison. Va falloir voir. Sur la forme du moment, il est mieux que Benarous. Après, on fait confiance à Noves. Je pense que les changements, ils sont faits en fonction du jeu de l'Irlande, parce que l'Irlande et l'Italie, rien à voir au niveau du jeu. Comme disait Clément, c'est la conquête. La conquête avant tout. Il faut, comme disait aussi Corentin,
dit beaucoup de bonnes choses. Il faut de l'impact, il faut surtout résister en mêlée. C'est là en mêlée justement, surtout qu'en mêlée, les deux piliers irlandais là, Ely et Ross, pour l'instant, ils sont out contre la France, les deux piliers irlandais. Donc la mêlée, c'est là qu'il faudra appuyer. Et l'Irlande qui est en transition aussi, un peu comme la France, ils sortent d'une belle Coupe du Monde qui était prometteuse, ils sont pas allés au bout, ils se sont fait sortir du coup, par messieurs, est-ce que vous pensez qu'on est capable de battre cette équipe d'Irlande? Non, moi non, mais bon, de toute façon, en même temps, ce sera pas une surprise. Enfin, l'Irlande, c'est la top nation du Nord, faut dire ce qui est. Et puis bon, oui, mais bon, on joue à domicile. L'Irlande sur le premier match, il fait match nul contre le Pays de Galles, 16 partout. C'est pas top ce premier match. Mais eux aussi ils sont en transition. Voilà, c'est pour ce que Paul O'Connell qui prend sa retraite. Et on joue à domicile. Je pense qu'on peut les surprendre justement sur ce. Et l'Irlande aussi va faire un peu tourner. Il y a des absents. Fitzgerald aussi au centre qui est absent. C'est surtout le match qui va savoir si on peut gagner le tournoi. Oui, et puis on a tout à gagner sur cette L'Irlande, rencontre. c'est leur dernière chance de pouvoir envisager le titre. Et de garder leur titre et pour la France c'est pour aller au bout quoi. Pour clore le débat, messieurs, non, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est un peu bateau, mais c'est ce genre de match où t'as tout à gagner quoi, parce que bon, on a en transition de sélectionneur, mais si on perd, on pourra pas le reprocher à Noves, à part si tu te prends une branlée. Mais je suis pas d'accord parce que je pense que c'est le premier gros match en France, c'est attendu je pense, et ça va être très surveillé. C'est ce que je te dis, je pense que c'est un match en Angleterre, au Pays de Galles, là ça va être un match entre guillemets bonus, ça va être le premier gros test et je pense que ça peut justement, si tu gagnes contre l'Irlande, ça peut fédérer un totalement et les lancer sur une belle dynamique pour gagner le tournoi. J'ai pas dit le contraire, je dis juste que justement personne tombera sur Noves si on perd ce match, puisque justement mais personne va tomber. C'est pour ça qu'il y a tout à gagner sur ce genre de match. Oui, bien sûr. Personne n'attend la victoire. Exactement, c'est ce que je dis. Tu finis deuxième voire troisième, tu fais des bons matchs, voilà, c'est bien sûr. Messieurs, pour clore le débat, Arnaud, un mot sur le tournoi des destinations. Vous connaissez mon amour pour le rugby. Non, je me pose la question, est-ce qu'on se doit de prétendre à une victoire finale après un nouveau sélectionneur? Je pense qu'il y a le temps, je pense qu'il est parti pour au moins 4 ans. Oui. Donc c'est surtout dans le jeu. Son objectif, c'est la Coupe du Monde au Japon de toute façon. Oui, ça c'est l'objectif. Bien sûr. À terme, tous les sélectionneurs, ça a été. Si tu dois être quand même soulagé d'avoir gagné. On sait que Noves, on peut lui faire confiance sur la formation et de construire un groupe qui n'est pas changé aussi souvent qu'a pu le faire notre. On le voit d'ailleurs, juste une dernière chose, Corentin, cette volonté de construire un groupe. Alors j'ai pas fait attention avec les anciens sélectionneurs, mais Guy Rado en conférence de presse appelle Guy Noves par son prénom. Il dit pas le coach ou le sélectionneur, c'est Guy. Il y a peut-être une relation de papa. Quelqu'un d'assez important dans le rugby français. Tout le monde le connaît. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas une hiérarchie. Donc je pense que le groupe est bien soudé. Ça n'empêche pas qu'il doit avoir une belle autorité au sein du. Non mais ça c'est sûr. Certainement. Il y avait peut-être plus de distance, c'est vrai, avec Philippe Saint-André. Pour terminer, un pronostic, les amis. Clément, est-ce que tu penses qu'on va gagner? Moi, si je devais faire un pronostic, je pense une courte défaite de l'équipe de France face à l'Irlande. D'accord. Moi, je suis d'accord. Arnaud? À domicile, non, je vais dire. L'important, c'est les 3 points. Franchement. Le bonus. Merci pour cette émission de Roland Courbis. Non, je vais dire pareil, une courte victoire, mais de l'Irlande. Je les vois pas gagnants. Moi, je vois la France faire un très joli match et justement être décomplexé par rapport à ce dépucelage entre guillemets contre l'Italie. Décomplexé avec des joueurs qui vont pouvoir rentrer, qui vont faire différence. Une victoire de 10 points de la France. Si on met la tête à la fenêtre, on risque de se prendre les volets en pleine poire, en tout cas. Merci. Bon, et sinon, tu penses qu'on comme Clément, moi je pense qu'il y aura une. Enfin, je pense pas à la branler, mais je pense qu'on va. Je ne vois pas gagner. Bon, on s'en rappellera. Il y a que Thomas qui nous voit gagner. Bon, messieurs, on a fini cette page rugby. Voilà, c'est ça. On va passer évidemment au foot. Et qu'est-ce qui arrive dans quelques jours? L'Europa League. C'est la folie dans le studio. Profitez. Et oui, messieurs, la Ligue des Champions est de retour. Elle reprend ses droits. Comme l'an passé, le Paris Saint-Germain est opposé à Chelsea. Le match allié aura lieu mardi au Parc des Princes. Quel est l'état de forme des Parisiens? Un point avec Clément Chapuzot. Oui, Corentin, donc c'est la double confrontation à ne pas manquer. Donc pour un PSG qui survole la Ligue 1, qui met des claques à tout le monde, va chercher tous les records. Mais bon, sans un bon parcours en Ligue des Champions, la saison gardera un goût d'inachevé pour les supporters parisiens. Donc oui, le PSG est impressionnant en Ligue 1, mais qu'en sera-t-il en Ligue des Champions? Cette année, les hommes de Laurent Blanc sont sortis sans encombre des phases de poule, avec une prestation plus qu'encourageante face au Real. Cette année, le plus, c'est Angel Di Maria, l'Argentin recruté cet été qui mène le jeu côté parisien. C'est vraiment le joueur qui peut te permettre de passer un palier dans cette compétition européenne.
Côté cadre de l'équipe, donc on a Ibrahimovic qui est en forme, il est en grande forme même, et on attend enfin le grand Ibra en Ligue des Champions. Peut-être pour cette année, espérons-le, j'ai l'impression de dire ça chaque année. Mais bon, le capitaine, donc Thiago Silva, quant à lui, donc lui, il est revenu de blessure au début du mois, et on a senti que ce soit face à l'OM ou face à Lyon, il est vraiment revenu, comme tu dis, à son meilleur niveau. Et concernant alors la compo de départ, la grande interrogation se trouve au milieu. Oui, effectivement, donc on ne sait pas encore si Verratti sera remis de sa pubalgie. Donc Laurent Blanc a prévu de le tester ce samedi à 17h face à Lille. Sinon, c'est le jeune Rabiot, buteur mardi, qui tient la corde pour le remplacer aux côtés de Mota et de Matuidi. Rabiot qui avait déjà joué l'année dernière face à Chelsea. Mais bon, sans Verratti, ça va être quand même difficile. Autre interrogation concernant la compo de départ, cette fois-ci c'est en attaque. Le doute plane quelque peu entre Cavani et Lucas. Même si ce dernier a marqué des points ces derniers matchs, à l'inverse de l'Uruguayen, vraiment décevant mardi. Merci Clément. Alors en tout cas, ce qui est nouveau cette année, c'est que le PSG s'avance en position de favori. Alors messieurs, avant d'entendre votre avis, on va écouter l'avis d'un monsieur foot, du professionnel de la Ligue des Champions. C'est Jeannot Rességuier d'RMC, on l'écoute. Ils ont l'esprit tranquille déjà au niveau du championnat. C'est pas du tout ce qu'ils avaient vécu l'an passé, où il a fallu attendre la 30e journée pour qu'ils soient champions. Là, ils sont libérés par rapport à la Ligue. Après, la Ligue des Champions, alors c'est vrai qu'il y a le match aller à Paris face à Chelsea. Mais aujourd'hui, le PSG est armé. Le seul point d'interrogation, c'est le poste de gardien de but. Avec en plus Brel Di Maria, qui est tout simplement énorme et qui est, à mon sens, le vrai plus pour la Ligue des Champions, qui le sera en tout cas, j'en suis convaincu. L'éclosion de Dorier et l'ouverture d'esprit de Verratti, se rendant compte qu'il avait de l'or dans les pieds et que peut-être en parlant beaucoup moins, ce qu'il fait d'ailleurs, en étant plus dans la diplomatie avec les arbitres. Moi, je pense qu'ils sont armés pour faire quelque chose. Après, c'est la gestion d'un match. Merci Jeannot. Alors messieurs, maintenant c'est à vous. On a entendu Jeannot Rességuier. Maintenant je vous écoute. Alors est-ce que c'est la bonne année pour Paris ? Est-ce que Paris est-il enfin capable d'aller loin dans cette compétition ? On commence par les spécialistes de Paris, on vous écoute. Oui. Non. non, clairement non. Je pense que chaque année on passe un palier, c'est sûr. Oui. Si tu regardes la composition du PSG. Quel palier ? Di Maria. Palier de quoi ? Vous avez passé aucun palier, Cardinal ? Ça va. Non, c'est pas la même chose. Mais au niveau du... Ça va, entre la première année en Ligue des Champions dernière, vous et prenez l'année dernière en quart de finale. C'est pas évidemment, le Barça l'année dernière, ils mettent la secouée à tout le monde. Clément, vas-y Arnaud. Si tu regardes l'effectif du PSG, lorsque les Qataris arrivent, tu as, on va dire, 4-5 joueurs de classe mondiale, et ensuite tu as des joueurs moyens de Ligue 1. Petit à petit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à améliorer cette équipe, mais aussi à améliorer le banc de touche. Cette année, si tu regardes l'équipe titulaire, je vais te dire, on a passé un palier, mais on va pas se le cacher. Quand tu joues la Ligue des Champions, tu vas jouer contre le Barça, tu vas jouer contre le Real, tu vas jouer contre le Bayern. C'est inconcevable qu'avec cette équipe-là, pour toi, Paris est encore en dessous, vraiment un cran en dessous de ses équipes. Le seul gros match que Paris a fait, c'est contre le Real Madrid. Oui, avec une défaite à Madrid et un match nul au Parc des Princes. C'est les seuls matchs qui, pour le moment, ils ont joué. Sur les matchs de Ligue 1, c'est pas des matchs, c'est pas des confrontations. Moi, je vais juste mettre à titre de comparaison. Je suis d'accord avec toi, Arnaud, mais on va prendre l'exemple du Real Madrid. C'est quoi le seul match du Real où ils ont confirmé cette saison ? Oui, mais on sait que le Real a quand même un plus bel effectif que Paris. Et on sait, comme on a dit, les grands clubs, ils sont au top de leur préparation au mois de mars-avril. Ils sont préparés pour la Ligue des Champions. Je ne sais pas si Paris est encore préparé pour aller loin en Ligue des Champions. Par rapport à ce que tu dis, là, le pic de forme qui doit arriver là, vers mars-avril, je pense que Paris, cette année, l'a mieux fait que l'année dernière. L'année dernière, contre le Barça on n'avait plus personne. Depuis le début de la saison, ils sont en forme. Est-ce que, je leur souhaite, mais est-ce qu'ils vont avoir, enfin je leur souhaite, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont avoir leur pic de forme pour les gros rendez-vous de... Tout ça, ils sont là. Bien sûr, mais est-ce que dans les grands rendez-vous, le Real sera là ? Non, mais avant de parler de savoir... Oui, mais Paris le sera aussi, les gars. Faut pas... Avant de parler de savoir si Paris ça dépendra est capable d'aller plus loin, déjà, Chelsea, est-ce que vous pensez que ça devrait passer ou sur le papier, ça doit passer, Chelsea. Ils sont obligés de gagner. Obligés de passer. Et puis comparé aux deux dernières années, je crois qu'ils sont obligés de passer et en plus d'envoyer un message aux autres équipes. Je pense qu'il ne faut pas falloir se contenter de passer. On crachera pas sur une qualif 1-0. Bien sûr, mais je pense que sur un but hors jeu. Pour le monde du foot et pour les autres équipes, Paris, ils sont passés, mais ils ont encore galéré contre un Chelsea vraiment pas en forme, quoi. Arnaud, tu vas rajouter quelque chose ? Oui, tu as dit. Si on regarde sur le papier, oui, on gagne. Mais voilà, moi j'ai toujours un doute. Je pense que le football, c'est pas une vérité. Que c'est pas parce que l'absence de Verratti, ça peut peser, messieurs ?
On va voir demain. Demain, il fait un test contre Lille. C'est à double tranchant, je trouve, ce test. Laurent Blanc prend un gros risque. Ça peut s'aggraver ou ça peut se rétablir. Tu fais pas le même match si t'as Rabiot ou si t'as Verratti dans. Après, Stambouli a fait un très joli match contre Lyon. Je pense que Stambouli. Ça sera Rabiot qui jouera à la place de Verratti. Rappelez-vous l'année dernière, le match avant Chelsea, tous les joueurs, l'hécatombe de blessés qu'il y a eu à Paris avant le match crucial. Bon, ça a réussi à Paris, certes avec plus ou moins de réussite, mais bon, c'est sûr que Verratti est une pièce maîtresse du jeu parisien. Mais après, voilà, c'est sur 2 confrontations. Faut absolument bien aborder ce premier rendez-vous. Sinon, on sait très bien que le défi de Laurent Blanc, comme il se balade en championnat, c'est d'arriver à garder son effectif au mieux, à la meilleure forme. On se rappelle l'année dernière, vous le disiez, l'hécatombe contre Barcelone, il n'y avait plus personne. D'arriver au mieux avec le plus de joueurs. Et comme l'a dit Arnaud, c'est ce qui fait la différence cette année. Il y a du changement, il y a de la rotation régulièrement, que ce soit en coupe ou sur les petits matchs de Ligue 1. Il y a de la rotation, il y a quand même un gros banc. Et la différence cette année, c'est qu'il y a des rotations, mais les joueurs rentrent bien. Regarde l'année dernière, Cabaye, il n'était pas au top. Bien alors sûr. que Stambouli, quand il y en a un qui rentre, il dessert pas l'équipe. Les remplaçants apportent, c'est vrai. Et juste au niveau de l'attaque, est-ce que, Di Maria, Zlatan, mais est-ce que le troisième, Lucas ou Cavani, est-ce que c'est pas un peu en dessous? Est-ce que ça vous convainc ou pas? Il y a eu beaucoup de bruit dans les journaux sur Cavani, comme quoi il y a des tensions avec Blanc, il ne fait pas jouer. Alors apparemment il a des problèmes familiaux, c'est pour ça que Blanc ne le fait pas jouer. Est-ce que Cavani ira mieux ou pas? Je sais pas, mais si pour le match de Chelsea, ils vont intérêt à avoir un Cavani en forme. En tout cas, c'est le seul joueur qui a de l'expérience par rapport à Lucas ou. Donc toi tu mettrais plus Cavani, c'est Lucas qui a les faveurs de Laurent Blanc en ce moment. Lucas a l'air en forme en ce moment. Voilà, il est en forme. Mardi, Lucas c'était le meilleur Parisien en attaque. Mardi, toutes les attaques venaient de lui, tous les décalages, les accélérations. Je pense que Lucas tient la corde pour être titulaire au match aller. Il est légitime pour jouer. Arnaud? Je dirais Lucas par rapport à ce qu'il fait depuis 2016. Non, maintenant le titulaire de base c'était Cavani. C'était Cavani. Donc est-ce qu'il veut garder Cavani pour ses gros matchs, qui a peut-être plus l'habitude des gros rendez-vous? On sait que Cavani, l'éternel problème, c'est de jouer en pointe. Si samedi Lucas est remplaçant, c'est qu'il est titulaire mardi. Il y a toujours un souci avec Cavani, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine. Oui. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il est toujours en suspens, qu'il attend que Ibra se casse pour oui, parce qu'il veut jouer en pointe. Moi, je suis pas sûr, les gars. Honnêtement, je pense qu'il doit avoir un accord avec Blanc où en gros il lui a dit que ok, moi je veux bien continuer à faire ton larbin sur le côté ou un truc comme ça si tu veux, mais quand Ibra se casse, tu me donnes la pointe ou je me casse. À chaque fois qu'il a eu la pointe, il a jamais donné satisfaction. Oui, il y a ça. Je pense que Cavani, cet été, Cavani, on le voit plus. On n'a pas l'image d'un Cavani non plus qui rechigne ou quoi quand il est sur le côté, les gars. Aussi. Non, je suis d'accord avec toi. C'est un beau bosseur, mais en Ligue des Champions, rien que l'année dernière, il mange. C'est pas possible. Il y a 2 ans, c'est lui qui nous coûte la qualif à Chelsea. Il y a 2 ans, 2 face à face. C'est pas possible, Cavani. On verra bien les choix de Laurent Blanc, messieurs. Alors on va parler de l'adversaire du Paris Saint-Germain. On le sait, c'est Chelsea. C'est la 3e fois en 3 ans que les 2 clubs se retrouvent en phase finale de Coupe d'Europe. Un partout entre les 2 équipes, place à la belle. Mais du côté de Chelsea, on doit commencer à avoir peur. Les Blues vivent une saison très très compliquée, n'est-ce pas Thomas? Et oui, c'est clair, Chelsea vit la plus mauvaise saison de l'ère Abramovich. Un changement d'entraîneur en milieu d'année. On se souvient le licenciement détonnant de José Mourinho, remplacé par Gus Hiddink. Donc ça va être très compliqué d'accrocher une place européenne vu le rythme d'enfer imposé devant par Leicester, Arsenal et compagnie. Une 13e place plutôt déprimante, l'entraîneur l'a affirmé, c'est terminé pour la C1. En ce qui concerne le terrain, justement, Chelsea reste sur un triste match nul contre Manchester United, avec une égalisation dans les dernières minutes de Diego Costa. Ils ont battu Arsenal, mais les Gunners s'étaient réduits à 10 et avaient vraiment souffert. Sinon, c'est un nul à domicile contre Watford et le sort s'acharne sur les Blues puisque Kurt Zouma, on s'en souvient, s'est pété les croisés et donc fin de saison pour le défenseur tricolore. Rémi veut partir, donc les dernières pistes mènent en Chine. Et côté arrivée, il y a le revenant Pato. Et si c'est le même résultat que Falcao ou Fabregas, c'est pas gagné. Donc méfiance pour les Parisiens, puisque la Ligue des Champions, c'est tout ce qu'il leur reste à jouer. En fait. Et oui, méfiance, je sais pas, mais il va pas falloir sous-estimer les Londoniens. Thibaut Courtois l'a très clairement dit cette semaine. La C1 ou la Cup nous permettra de sauver notre saison. En phase de poule, Chelsea a terminé premier. 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc dans la poule, on pouvait retrouver le FC Porto, Kiev et le Maccabi Tel Aviv, donc pas non plus un groupe très relevé. Mais les Blues peuvent remercier aussi leur buteur spécial Coupe d'Europe avec Koulian qui a marqué 5 buts, donc 4 coups francs sur 5 tentatives. Plutôt pas mal, mais vraiment rien d'inquiétant du côté de Londres pour les Parisiens. Donc messieurs, on vient de le dire, vous pensez que Chelsea va vraiment tout donner sur ces 2 rencontres pour vraiment sauver sa saison, qui on le sait en championnat, ils finiront dans le ventre mou, 10e au meilleur des cas, n'est-ce pas ? Tu fais quoi sinon l'année prochaine ? Tu recrutes qui l'année prochaine si tu es Chelsea là, si tu fais pas un beau parcours en Ligue des Champions, comment tu fais ? C'est-à-dire que tu perds Hazard, tu perds tout le monde. Jackpot pour tout le monde, c'est-à-dire que l'année prochaine que tu ailles si tu as de l'argent, à partir du moment où un club anglais veut un joueur, que tu ailles à Manchester ou à Leicester ou à je sais pas qui, tu pourras y aller. Est-ce que tu penses vraiment que les mecs ils vont vouloir aller à Chelsea en sachant que ça devient de plus en plus du n'importe quoi, qu'ils font du recrutement au nom
mais pas par rapport à ce que le joueur pourrait apporter par rapport au collectif, je vais dire. Forcément, tu es obligé. Cette année, si Chelsea ne fait pas au moins, allez, on va dire quoi, des quarts de finale, parce que tu peux pas les voir, même eux, je pense qu'ils le savent, qu'ils peuvent pas atteindre les demi, mais si tu fais pas au moins un quart de finale, même ta saison l'année prochaine, elle est morte. Ce que tu dis sur Chelsea après le transfert, là, je pense que ça c'est une année de transition pour Chelsea. Ça, c'est les fruits de Mourinho, parce qu'on voit que Mourinho, l'année d'après où il part d'un club, c'est le cimetière dans le club. Donc, oui, mais c'est un club qui est pas stable depuis plusieurs années. Oui, mais au niveau des entraîneurs, mais il y a les titres. Donc bon, après, mais c'est surtout que c'est par pas rapport stable, à l'année dernière, juste Corentin, l'équipe a pas vraiment bougé. Ben, ça marchait très bien. Quand tu avais Oscar, Willian, Hazard et Diego Costa. C'est à cause de Mourinho, ça. Il y a eu des problèmes de vestiaire qui ont fait. On sait quand même qu'il y a de la qualité dans cette équipe, puisque Diego Costa avait fait meilleur buteur, ça avait été bon, ça gagnait. Donc il y a dû avoir un traumatisme. Ouais, mais c'est un club qui fait partie du patrimoine du foot anglais. Donc après que ça. Ils vont changer d'entraîneur l'année prochaine, encore une fois, donc ça rebondira quoi qu'il arrive. Chelsea, de toute façon, c'est pas un club comme je dis n'importe quoi, si Leicester ça se dégringole l'année prochaine, ça remontera pas. C'est pas des clubs comme ça qui. Bien sûr. Donc je pense que Chelsea, pour revenir au débat, Corentin, si Chelsea a tout à gagner doit jouer à fond cette Ligue des Champions, ils vont la jouer à fond, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils vont aller au bout? Ça ressemble à Manchester United. Faut pas que Paris s'amène la fleur au fusil et Chelsea 13e va pas falloir, parce que Diego Costa il est quand même en forme. Alors voilà, ils ont quand même des armes pour inquiéter les Parisiens. Des armes quoi. Sur un match, Hazard il peut se réveiller et faire la différence. Willian cette année, c'est Willian cette année. Il y a du monde. Mais oui et non les gars. Dangereux. Oui et non, parce qu'on voit sur les gros matchs en première ligue, Chelsea c'est silence radio. On a vu Manchester United. Putain, j'ai pris plus de plaisir à regarder un Angers-Rennes que Manchester United-Chelsea. Clément, la Ligue des Champions. On va donner la parole aux Parisiens. Clément, est-ce que tu penses que Chelsea peut inquiéter les Parisiens? Oui, clairement. Clairement, surtout en fonction du match aller, quoi. Si au match aller, si on arrive à Stamford Bridge avec un match nul comme l'année dernière, de toute façon, moi je pense que le match sera accroché. Je vois pas Paris mettre 3-0, 3-0. Donc, moi je pense que ça sera accroché. Arnaud, tu plies le match aller. Ouais. Tu plies le match aller et tu fais rideau sur le match. Rappelle-toi que 3-1, tu l'avais pas plié. Sur le match retour. mais c'est pas pareil. Franchement, Mbaba ne joue pas donc. L'année dernière, il y a 2 ans en plus. L'année dernière où il y a 2 ans, le PSG, ils avaient peur de Mourinho. Ils n'avaient pas peur de Chelsea. Oui, et puis l'expérience européenne était moindre par rapport à cette année. Et puis, comme dit Arnaud, je suis tout à fait d'accord. Je pense que Paris va mettre le paquet sur le match aller et va falloir mettre une branlée à Chelsea pour. Et est-ce que cette position de favori, ça peut pas déstabiliser Paris aussi? Alors, justement, ils sont favoris. Ils sont vraiment attendus. Ouais, mais vu le style de jeu de Paris, justement, vu le style de jeu de Paris est une équipe qui aime bien avoir le ballon. Chelsea, à l'inverse, on est favori, on aura le ballon. Oui, mais on l'a vu sur les derniers matchs. Vraiment, Paris, ils arrivaient avec cette pression du record, tout ça, contre Saint-Etienne, contre Marseille, ça a été compliqué quand même. Et on s'imagine dans un match décisif de Ligue des Champions avec des joueurs quand même en face, c'est pas des peintres. Ouais, mais tu joues un match comme ça, tu peux pas dire à Paris, tu peux pas reprocher à Paris de pas être à plein régime surtout sur chaque match, sachant que Saint-Etienne et Marseille, c'est des équipes qui ont produit du jeu et qui en ont été capables, on l'a vu sur ces derniers matchs. Et justement, je pense que Chelsea, ça peut être une équipe qui peut vraiment gêner Paris parce que c'est pas une équipe qui joue. Ça va être une équipe regroupée et ils vont tout miser sur des coups francs. Moi, je pense pas. Parce que tu l'as vu contre des équipes qui bétonnent derrière, Paris, plus ou moins, ça finit par craquer au bout d'un moment. On sait que les Parisiens sont préparés à ça. On l'avait vu l'année dernière. Chelsea, sur les coups de pied arrêtés, ça peut être dangereux. Juste, si vous deviez alors me donner un résultat mardi, match aller. Juste un truc, l'année dernière ça a bataillé, mais on se souvient du carton rouge aussi. Paris a joué à 10 contre 11 aussi. Ça y a fait. Il y a des faits de jeu. Il faut que les faits de jeu soient en faveur de Paris aussi. Ils sont tous réunis derrière ce carton et j'ai l'impression que ça leur a servi, moi, ce carton. Que Ibra soit pas là, on pourra jamais savoir tout le monde. On pourra jamais savoir si à 11 contre 11 on aurait gagné aussi. Non, mais ça les a peut-être libérés. Mais c'est possible ce que tu dis, Thomas. Ça les a libérés, ça les a tous soudés derrière. Mais justement, maintenant ils savent gérer la pression. Messieurs, un score? Lâchez-vous sur le match aller ou sur la qualif. La qualif, on est tous d'accord pour dire que Paris devrait passer. Le cœur ou la raison? La raison. On n'est pas là. Le cœur est resté dehors. Ça supporte pas les clubs français en Ligue des Champions. Bien sûr, je note. Marseille en finale, tu comptes pour eux? Non, bon. Bref, alors on continue. Moi je vois une victoire de Paris. Attendez, victoire de Paris avec, comme disait Arnaud, à mon avis un gros score au match aller pour après. C'est la volonté de Blanc à mon avis. Gros score, tu vois quoi? On va aller comme il y a 2 ans, 3-1. 3-1, Thomas? Moi je pense qu'ils prendront pas de but. Ils prendront pas de but au parc. Moi je vois bien que 3. Je vois bien le 2-0. Ils n'ont pris que 3 cette année au parc. La défense est solide. 2-0. Arnaud? Je suis chiant mais je vais revenir. Paris, ils sont 38 fois dans l'année favoris. Les 38 journées, bien sûr. Journées de Ligue 1. Plus la Coupe de France. Les mecs, quand ils se préparent dès le mois de juillet, ils pensent qu'à la Ligue des Champions. Tu sais que la phase de groupe, tu sais que tu vas tomber que contre un gros. Donc au pire, tu vas finir deuxième. Donc déjà, tu sais préparés, que les mecs, ils sont pour les huitièmes de finale. Je sais.
si tu prends une métaphore, c'est comme si tu me disais Usain Bolt, il est pas prêt pour le 100 mètres. Quand tu vois qu'il passe les, Usain Bolt, quand il passe les séries ou qualifs, quand il passe les séries ou les trucs comme ça, le mec il se balade parce qu'il sait qu'il doit être là à un moment donné. Quand tu regardes l'effectif du PSG, c'est pas des ptios les mecs. Non, bien sûr. C'est très bien que les mecs ils sont prêts. Non, mais ils sont préparés. Di Maria, il l'a dit encore la semaine dernière. Les mecs ils veulent tous jouer ce match-là. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Alors je les vois pas honnêtement arriver et se dire ouais mais on est favori alors. Non, je pense. Mais c'est ce qu'on disait. Il y aura pas ce calcul. Après, dans leur tête. attention, imagine dès le début du match, coup franc pour Chelsea, but en bois. C'est des faits de jeu. Voilà. C'est ce qu'on parlait. Si vous deviez donner un pronostic, les supporters de Paris, tous les deux. Arnaud. Putain, ils se cachent pas les types. Au moins 2 buts d'écart. Comme tu disais tout à l'heure, je suis pas sûr que le PSG va se prendre un but au parc. Je les vois pas. On sait que c'est leur point fort. Je les vois pas, sauf si Trapp continue sur sa lancée. C'est jamais. C'est vrai. C'est jamais. Et s'il y a Cabella. C'est vrai qu'on en a pas parlé de Trapp. 3-1, ce serait bien. C'est vrai qu'on en a pas parlé de Trapp. Si Trapp il se trouve en Ligue des Champions contre Chelsea. Oui, mais c'est pareil. Ça fait partie des faits de jeu. On peut pas non plus. Ouais, mais les faits de jeu, c'est ça qui fait le match. L'année dernière, Paris, on se qualifie grâce à quoi ? Des corners, des faits de jeu. C'est pareil. C'est ça qui va faire la différence. On sera là pour en parler. Vous inquiétez pas. Oui, on débriefera tout ça. Moi, je te le dis. Moi, je pense 2-1 ou 1-0 pour Paris au parc. Moi, je vois vraiment un match serré. C'est au retour qu'il faut aller la chercher la qualif. Moi, je pense que ça sera pas gagné. Eh ben, on a noté tout ça. Merci. Alors, on va passer aux autres matchs, puisque donc il y a 3 autres matchs. Il y a d'autres équipes que Paris. Non. Et oui. Alors, c'est ce classico de la Champions League est attendu de tous, mais ce ne sera pas le seul match. On l'a dit, intéressant la semaine. Arnaud, fais-nous un petit point sur les 3 autres rencontres de la semaine. Et oui, Corentin, outre le choc des 8e de finale habituels, d'autres matchs sont prévus dans la même semaine. Mardi se jouera la rencontre entre le Benfica Lisbonne bien sûr, et le Zénith Saint-Pétersbourg, 2 possibles adversaires très tenaces pour le Paris Saint-Germain en cas de qualification. Concernant la journée de mercredi, elle reste très intéressante également, avec notamment le Real, qui s'élance dans ses phases à élimination directe. Les hommes de Zizou se déplaceront chez les Italiens de la Roma pour le match aller. Un baptême du feu donc pour le coach français dans un match de Ligue des Champions où il va falloir faire forte impression tout de suite. Et enfin, la dernière confrontation de la semaine prochaine se jouera entre les Belges de la Gantoise et les Allemands de Wolfsburg. Les 2 outsiders en théorie vont cependant être à surveiller, en rappelant que les Allemands se sont extirpés de leur poule qui contenait le PSV Eindhoven ou encore Manchester United. Alors auront-ils les moyens de jouer les troubles fêtes dans la compétition ? À voir dès le 17 février. Alors merci Arnaud. Alors on va aller très vite sur les autres matchs de Ligue des Champions. Est-ce que l'AS Roma c'est qu'une formalité pour le Real ? Très vite. Thomas ? Ça sera pas une formalité. Tu penses que c'est plus dur que ce qu'on pense ? Ah oui. D'accord. Oui. La Roma a accroché le Barça à domicile, certes. Ils ont explosé à Bernabéu. La Roma à Camp Nou. Ouais, au Camp Nou, ils se sont fait exploser. Mais le premier match sur les 2 matchs, sur les 2 matchs, ça va être compliqué. Ils peuvent les accrocher sur le match aller. Ouais, mais ça passera sans encombre de toute façon. Ça passera, mais ça peut être compliqué. Le match aller, oui, il risque d'être plus serré. Et c'est le premier gros test pour Zizou. Donc, Clément, un mot sur Zidane ? Moi, je pense que même sans Zidane, demain, je vais entraîner le Real, je bats la Roma. C'est bon, tu mets 11 joueurs et le Real va taper la Roma. Moi, j'en suis persuadé. On sait qu'il sera les taper. Moi, je joue en 4-4-2. Et même pas 3-3-4 direct, 4 attaquants. Un mot sur Benfica contre le Zénith. Alors ça, c'est vraiment le match que personne va regarder. Je sais pas qui de Bean va partir là-bas. Et à votre avis, qui a le plus de chances de passer ? Le Zénith. Ouais. Le Zénith nous a vraiment impressionné dans la poule de Lyon, on l'a vu. Non, moi je pense pas que impressionné. Benfica, Je peux pas impressionner contre Lyon. C'est Benfica qui va passer. Impressionné face aux autres, ils ont fait 6 matchs de victoire, non ? Donc, le Benfica a fait des beaux matchs contre l'Atlético. C'est vrai que ils ont même tenu la dragée haute. La draga haute. Merci. Sauf que le Dragao c'est Porto, mais bon. Je sais bien. Oui, mais ça reste portugais. C'est portugais. C'est bien parce que chaque année, tu as toujours un match en bois en 8e de finale. Oui, mais alors les 2 pourris, ils se retrouvent toujours. Et après, le mec, il se retrouve en quart. Et tu sais, ça FC Thun, la Gantoise. Vu que tu en parles, la Gantoise Wolfsburg est une équipe qui monte. Il y aura du jeu. Un match de Ligue des Champions, ça. Il y aura du. La Gantoise, quand tu regardes ce qu'ils ont fait en poule, ils ont quand même mieux joué que certaines équipes. Il y aura du jeu. Et je pense qu'il va susciter la curiosité de pas mal de monde. Après, Wolfsburg est favori. Oui. Voilà, en vue de ce qu'ils proposent en championnat et puis sur la phase aller, la dernière victoire contre Manchester, elle était magnifique. Donc je pense qu'ils sont quand même favoris. Merci messieurs. On passe tout de suite au résumé de l'actualité sportive. C'est la chronique Micro-ondes. La Minute Micro-ondes du Club du Midi. Alors on commence avec Marseille, qui fait sourire Thomas, bien sûr. Dernière équipe à s'être qualifiée pour les quarts de finale de Coupe de France.
En route pour les demi-finales. Et oui, Bordeaux, les Phocéens se sont imposés 2-0 face à Trélissac, grâce à un but de Romain Alessandrini et de la nouvelle recrue écossaise Steven Fletcher. Des Olympiens qui affronteront le petit poussé de Sécart, les Normands de Granville. Dans les autres matchs, donc Sochaux recevra Nantes, Lorient accueillera le Gazélec d'Ajaccio et l'affiche de Sécart opposera Saint-Étienne au Paris Saint-Germain. Du foot encore, avec la Ligue 2, je ne sais pas si vous l'avez vu, messieurs, qui pourrait changer de nom. Et oui, Domino's Pizza pourrait obtenir le naming de la Ligue 2 dès l'année prochaine, et ce jusqu'en 2020, pour un montant de 1,5 million d'euros. Alors à l'heure actuelle, rien n'a été signé, mais Frédéric Thiriez a confirmé que des pourparlers étaient bien en cours avec l'entreprise américaine. Sorry for this terrible arbitration. Merci. Et puis de l'athlétisme, et oui, un nouveau pays accusé de dopage. Alors ça continue, il s'agit du Kenya, cette fois-ci, grande nation de l'athlétisme, où 2 athlètes spécialistes du 400 mètres, Joyce Zachary, et du 400 mètres haies, Francisca Koki Manunga, il maîtrise mieux le Kenyan que l'anglais. Oui, elle joue pas à Rennes. Ont été contrôlées positives lors des derniers mondiaux cet été à Pékin. Alors elles accusent la fédération kenyane de corruption, puisqu'en fait leur directeur leur aurait promis en échange de pots de vin de diminuer leur suspension. Donc, affaire à suivre. Allez messieurs, maintenant c'est l'heure du dessert. Pizza Ligue 2, ça va être... Voilà, on a bien mangé, c'est l'heure du dessert. Et tout de suite, on part au Brésil. Et oui, dans 6 mois débuteront les Jeux Olympiques à Rio. Les premiers en Amérique du Sud. Alors 10 500 athlètes de 206 pays vont s'affronter. Combien t'as dit ? 10 500 athlètes. Merci pour la liaison. Dans 306 épreuves. Athlète. La délégation française arrive au pays de la Samba avec l'intention de faire mieux qu'à Londres où elle avait empoché 34 médailles. Alors, Corentin, quelles sont les chances de médaille pour ces 31e Olympiades ? Ah, t'es souhait, c'était compliqué. Le Brésil, comme Rio nous avait manqué depuis cette superbe Coupe du Monde 2014. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars. Non. Ah bon, putain. Moi j'en étais tout chose. Et si la délégation française en profitait pour battre son record de 48 médailles datant de 2008 au JO de Pékin ? En tout cas, ça semble bien parti pour nos champions, car ils sont en forme du côté de l'athlétisme. Tout d'abord, Renaud Lavillenie se présente en leader du team France, malgré ses difficultés, certes, depuis le début de la saison, à passer la barre des 6 mètres. L'Auvergnat se présentera en champion olympique en titre, malgré tout. Et dans les autres chances de médaille, on a Johan Diniz sur le 50 km marche, Maïeddine Mekissi sur le 3000 steeple, ou encore Kevin Mayer sur le décathlon, et j'en passe de bon augure pour combler le DTN Gani Yalouz. Du côté des autres sports, le judo arrive bien évidemment aux avant-postes avec l'incontournable Teddy Riner et les filles qui ont emporté 5 médailles aux derniers mondiaux. Le cyclisme fait aussi partie des espoirs de médailles avec la piste, avec François Pervis et Thomas Bouda, et le VTT avec Julien Absalon, quintuple champion du monde en titre. Du côté des sports co, le hand et le basket sont bien sûr dans toutes les têtes pour un podium olympique, et les filles en football font figure d'outsiders. Bien évidemment, messieurs, je n'ai pas eu le temps de citer tous les athlètes capables de ramener une breloque de Rio cet été. J'oublie bien sûr la non moins méconnue Céline Gauberville en tir, qui vise le podium, tout comme Steve Guénaud en lutte, ou encore Hamilton Sabot en gymnastique, bien évidemment. Eh oui, très bien. C'est comme les joueurs de Ligue 1 qui sont partis aux oubliettes. C'est un peu ça. En gymnastique, Sabot, il fait du cheval ou pas ? Voilà, merci. Alors messieurs, selon vous, à qui vous pensez pour briller, représenter les Bleus à ces JO, nous ramener des médailles d'or ? On va parler de ceux qu'on pense le plus. L'équipe de France de hand, est-ce que vous pensez que très vite, on sait que... Ouais, tour de table, puisqu'on a déjà eu ce débat plein de fois. Ouais, oui, non, ça va être compliqué. Claude Onesta avait mis ça comme objectif, donc les Jeux de Rio, plutôt que l'Euro qu'il y a eu le mois dernier. Ouais, donc, je pense qu'il voulait faire un Euro un peu plus convaincant quand même, je pense. Oui, c'est sûr, mais bon voilà, c'est le principal objectif de cette équipe de handball. On sait qu'il joue contre des équipes étrangères, des petites équipes, donc les JO c'est moins relevé que l'Europe. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait, puisqu'on sait que les meilleures nations sont européennes. Alors au niveau des sports plus individuels, Teddy Riner, Manodou en natation, même si la natation est complètement en retrait par rapport à il y a 4 ans. Aussi en VTT, la nana, Pauline Ferrand-Prévôt, elle va gagner. La nana. Et juste une parenthèse sur la natation qui nous avait fait gagner beaucoup de médailles en 2012. Cette année, ça risque d'être beaucoup moins le cas, parce que Agnès est blessée, on a Camille Lacour aussi. L'athlète, je vois un 0 pointé en athlète, moi. Moi aussi. Alors, dis-toi qu'il y a Myriam Soumaré qui est dans le top 5 mondial pour les championnats. Il y a pas mal de chances de médailles, je pense, pour l'athlétisme. Et c'est souvent aux Jeux Olympiques qu'on a des belles surprises d'ailleurs. Eh bien, messieurs, on verra tout ça. Voilà, dans 6 mois, on aura encore le temps d'en reparler. Alors, messieurs, vous l'attendez tous. C'est après un bon repas, évidemment, Indigio. C'est parti.
le Dijon du club. Allez, c'est parti donc pour le jeu, messieurs, hein, celui que vous attendez tous chaque semaine. Alors, les équipes aujourd'hui. Paris contre la province. Voilà, vous êtes à côté. Donc, Corentin sera avec Thomas. Arnaud, tu seras avec Clément. Ouais, faut que tu me réexpliques un peu les règles. Mais il y a des questions, tu réponds. Voilà, c'est pas compliqué. C'est bon alors. Voilà, le premier qui répond à la bonne réponse. Évidemment, on va espérer que c'est pas le fouillis comme la semaine dernière. C'est quoi le thème, Corentin? Alors, c'est l'actu de la semaine. Ah d'accord, donc ça me fait chier parce que je copie le Kikadi de Moscato et c'est omnisport. C'est omnisport. Alors attention messieurs, c'est parti. Téléphone de Clément s'il vous plaît. Oui, mais Clément, c'est bon, je le vois, vous inquiétez pas. Alors, cette semaine, Paris a dévoilé son logo pour les JO 2024. Citez-moi les autres villes candidates. Boston. Oui, alors on laisse parler celui qui a commencé. Boston. C'est faux. C'est faux. Non, Los Angeles. Arnaud. Los Angeles. Oui, Corentin. Séoul. Clément, ton téléphone. Los Angeles, Séoul. Non, c'est faux. Il y a une Corée du Sud, je crois. Hambourg. Non. Hambourg a retiré sa candidature. De pas savoir ça. Ouais, mais attends, c'est chaud. Messieurs. Los Angeles. Alors, Los Angeles, oui. Los Angeles, c'est sûr. Les deux autres villes sont européennes. Ah, Rome. Madrid. Rome. Los Angeles, Rome et Stuttgart, Munich. Ouais, si je vous donne un indice, le point va être perdu. C'était Budapest. Oh, je l'ai dit. Non. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, eux? Eh oui, alors Hambourg était là mais a retiré sa candidature, messieurs, je pensais que... Il n'y avait pas une ville de Corée du Sud aussi alors non, c'est en 2018 les JO d'hiver. Paris 13e, Paris 13e. Pyongyang, ouais, Pyongyang. Paris 13e. Allez messieurs, Pyongyang, bon, 0. Ils ont un très grand stade, remarque. Allez, maintenant il va falloir me donner un nombre. Attention. Combien de clubs de Ligue 1 se sont fait éliminer en Coupe de France cette semaine? 3, 2. Non, c'est faux. 4. La bonne réponse d'Arnaud. 4. Ouais. 3. Bordeaux, Monaco et Lyon. Et oui, messieurs. Il faut être rapide. Donc ça fait un 0 pour les Parisiens. Comme d'hab. Allez. Attention. C'est pas fini. On repart. Ce week-end, 26e journée de Ligue 1. Au fait, qui est le meilleur passeur du championnat? Di Maria. Eh oui, Thomas. Combien de passes, Oh Thomas? là là, j'ai. Thomas 7. Non, c'est 10. Mais bon, on s'en fout. On a le point. Allez, un partout. Les deux Parisiens ont tiré notre tronche à côté. Magnifique. Un partout. Allez, attention, on continue. Alors j'ai mélangé rugby. Je vais dire Payet moi, mais c'est une question sur Paris. Tu sais que j'ai pensé à Payet. On est au rugby. La France joue contre l'Irlande. Comment s'appelle l'entraîneur de l'Irlande? Oh, mais oh là là, je suis fou. Je suis fou, je l'ai regardé tout à l'heure. O'Connell? Non, c'était le capitaine O'Connell. Allez, messieurs. C'est pas Branson. Ah, je sais plus. Johnson. Allez, je vous dis son prénom. Joe Hart. Joe Brady. Non, c'était Joe Schmidt, comme les cuisines. Mais c'est allemand, ça, c'est pas irlandais. Et oui. Bon, du coup, le point est perdu, donc ça fait un partout. Ça fait un partout pour l'instant. Allez, on continue. Il y a un partout. Attention. Ezequiel Ladbezi, il a signé en Chine. Ebay Fortune. Non, à Ebay. Mais quel autre ancien joueur de Ligue 1 joue là-bas? Waro. Non, il joue à Berne. En Chine? Oui, au même club Gervinho. où a signé Lavezzi. Gervinho, oui. Mais c'est bon, c'est non, tout. il y en a un deuxième qui a signé également. Ah non, mais c'est pas. T'as dit un. Quel autre? Quel ancien joueur? Quels autres joueurs? Il faut les deux. Donc, il y a Gervinho. Quoi qu'il arrive, vous aurez un point. Biabiani, Texera. Il avait alors un ancien joueur de Marseille et de Rennes. Zubar. Non. Mbami. Non. Heinze. Un ancien joueur. Allez, je vous dis un dernier indice. Batles. C'est un Camerounais. Mbia. Et voilà le point. Je pensais à lui en plus quand j'ai dit Mbami. Le point va au reste de la France. Ça vous fait 2-1. On est à la moitié, messieurs. Attention. Au reste de la France. Attention, j'espère que vous avez suivi le tennis. Quel pays l'équipe de France de tennis a battu en quart de finale de Fed Cup? L'Italie. Oui, l'Italie. C'est beau. Je cherchais la Coupe Davis, moi. Le Guadeloupe, je pensais que t'allais dire. Là, ça y est. Là, ça y est. 3-1. Ils prennent une petite avance. Allez. La première victoire de Thomas. On va aller dans le sport. Ça, bon. Dans le sport de Clément. Ked Almballer vient de prolonger jusqu'en 2019 avec son équipe. Karabatic. Non. Omeyer. Alors c'est un joueur français. À Cambrai. Guigou. Non, un joueur international français qui a prolongé jusqu'en 2019. Bon, ça date de quelques jours. Maé. Sorando. Non. Alors je vous dis son poste. Il est arrière Caraboué. Arrière gauche. Oui. Ah, c'est l'autre. Nyokas Narcisse. La tête le brun là. Allez, Guigou. Je vous dis son club. Je l'ai déjà dit. Il a prolongé avec Montpellier. Ah, Dipanda. Non. 9 pandas. Messieurs, sérieusement,
Vous trouvez pas? Non. Attends. Il est capitaine dans son équipe. Eh oui, mais Baraché. Il a été capitaine, je crois. Baraché, C'est à pas Cambrai. Mais dis pas Fernandez. Hein. Messieurs, vous trouvez pas? Attends, il était là à l'Euro là? Non, il y était pas. Bon, ben c'est trop tard. C'était Mathieu Grébille, tout simplement. Ah Je oui, sais pas. Bien sûr, Mathieu Gerbille. Putain, Bon. je savais. Le meilleur. C'est bien, ça, si personne répond, on va au bout en gagnant, non? Mes questions sont peut-être un peu trop dures. Bon, 3-1, il reste 4 Peut-être qu'on est questions. tout simplement nul. Allez, 4 questions. Attention, 4 questions. c'est encore possible. Messi, ouais, vient Messi. d'acquérir une Ferrari 335 S Oh là là, Spider c'est de quoi ces 1957 devant Cristiano Ronaldo. Oui. Combien il l'a payé? Eh ben, je le sais, je l'ai écouté hier. Alors, je vais te dire. le million c'est- Oui, 2 millions d'euros. C'est. Il a acheté aux enchères. En fait, 32 millions d'euros. oh oui. Ouh, allez, y a rien là. 4 à 1. Il vous Eh reste oui, 3 monsieur. questions Il pour vous m'épate. rattraper. Et oui, monsieur. Il a regardé Consomac tout hier soir en fait. Là, Thomas, impressionnant. Alors, juste pour la petite histoire, Ronaldo avait mis 28 Et il a mis Messi 32. a mis 32. J'ai juste une. Allez, on Ah, mais il se continue. battait pour la voiture? Oui, Oh là là. messieurs, C'est le match ridicule. France-Irlande samedi. À Oui. quelle heure il se joue? 16h. 14h. 15h. Et non, il a 18h, 15h45. Non, Il a 21h. non, À 20h30. 19h. non. 19h. Il est dans l'après-midi, oui. 1h. 13h30. Non, un peu plus tard. Il a 13h45. 17h15. 14h30. 14h30. Allez, 15h30. je vous aide. 16h30. Non, plus tôt. 14h46. 14. Tais-toi. 15h45. 15h. 15h15. Non, 15h05. 15h45. non. 32. 15h. 15h30. Non, 15h55. 15h15. Avant 15h. 15h05. 15h. 15h. 40. 40. 15h. 25. 15h25. Yes, c'est bon. Ah, la victoire. putain, minable. Minable. C'est n'importe Cinq, quoi. hein. J'ai bien aimé ces 15h25. Ça se voit que c'est un provincial qui a fait le quiz. Hein, Mais non, parce qu'il y a mais vous qui avez compris les questions. L'heure m'a surprise, donc du coup, voilà, donc 5. Alors on termine juste avec les deux dernières. Pour l'honneur, Pour l'honneur. juste pour la. Il y a 5-1. Double dernière. Oui, bien sûr. Qui est le meilleur buteur cette saison de la Ligue des Champions? Cristiano Ronaldo. Oui, avec 11 buts. Voilà, tout à fait. Ça nous fait du 5-2. Et puis on termine avec la dernière. Allez. Dimanche, il y a Lyon-Caen. Quel joueur a joué dans les deux clubs? Vessat. C'est tout simple. Hein. Vercoutre. Eh oui, Oh, il eh est oui, fort. Rémi Il est Vercoutre. bon. Il est très Allez, bon. Allez, cherchez les joueurs de champ. Allez, merci Messieurs, beaucoup. À la c'est- semaine prochaine. C'est une victoire 6-2 sans discussion possible. Voilà. Eh ben Thomas, tu as enfin gagné. C'est bon, c'est parfait. C'est important de le Mais dire. c'est parce que je suis plus avec les Parisiens, tout ça. Voilà, ce numéro se termine. C'est fini. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Le cadrage, il a pris un tampon. J'ai pas touché. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit, bien sûr.